Le plateau suivant a un thème qui va certainement vous passionner, la gouvernance à l'ère de l'influence. Vous allez pouvoir entendre pendant 45 minutes tous ceux qui nous ont rejoints ici sur le plateau. Duc Adwong, ingénieur slasher, entrepreneur de la French Tech Viet, cofondateur de l'ESN Officiance. Jean-Gabriel Leven, cofondateur et Chief Impact de Officer Insect. Nina Buffy, fondatrice d'Open Opal et entrepreneur dans la santé. Et enfin, Gauthier Tout-le-Monde, président chez Web Island, conférencier sur le télétravail. On se retrouve dans 45 minutes. Très bonne émission. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, comment ça va Duc? Super, super. Assez ému d'être au stade Vélodrome pour la première fois. C'est vrai que c'est joli. Hein. Ouais, il y a du monde. Bon, vous avez vu le sujet de la conférence. Je crois qu'on a été présenté, mais un peu rapidement. Donc à un moment, il faudra qu'on pense quand même à préciser d'où on parle. Sinon, on n'a pas de journaliste. Non. Il faut qu'on se débrouille entre nous. On va essayer. Qu'est-ce que vous proposez? Bah, on va faire un petit exercice de gouvernance. On peut déjà se donner un cadre. Moi, je propose chacun sort un thème, explique pourquoi ce thème est important pour lui. Puis chacun à notre tour, on réagit et puis on essaye de retourner le thème en disant ouais, en fait, tu dis n'importe quoi ou un truc comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Peut-être qu'on peut se présenter tout de suite, non? Comme ça, ce sera plus clair pour... Chacun son tour. Ouais. Oui. Et puis, est-ce que dans le cadre, on peut mettre la bienveillance, par exemple? Ouais, quand même. Ouais, on a. Ok. Tant pis, tant pis, tant pis. On a le droit d'être gentil. Il faut un gardien du temps? Je prends. Tu prends? Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On est bon? On a un cadre, on garde le cadre. Nina, tu gardes le cadre? Ok. Et on a un gardien du temps. Et donc on démarre les présentations. Qui commence? Plouf, plouf. Ok, bon, je peux commencer si tu veux. Allez, Donc, vas-y. Gauthier Tout-le-Monde, moi j'ai commencé ma carrière dans la banque. À l'époque, je faisais des rapprochements de sociétés. Et puis après, j'ai bifurqué dans la TPE. C'était, je trouvais, une façon d'évoluer en carrière qui était plutôt rigolote. Dans une petite société de presse qui qui fait toujours d'ailleurs de la collection et puis des revues juridiques. Et puis, à la faveur de rencontres, parce que je m'étais passionné par l'exploration et l'aventure, j'ai rencontré Jean-Louis Etienne, personne qui m'a beaucoup marqué et que j'ai retrouvé sur la toile perdue de Clipperton, en plein Pacifique. Et c'est là où j'ai découvert que les scientifiques qui étaient présents travaillaient avec leurs ordinateurs qui étaient alimentés avec des panneaux solaires. Donc ça m'a fait réfléchir. On était en 2005 et je me suis dit, avec les nouvelles technologies et le solaire, mon rêve de gamin qui était de vivre sur une île déserte, peut-être qu'il va se réaliser. Donc c'est là où a pris naissance mes différents projets de télétravail un petit peu de l'extrême, à la fois sur des îles désertes et dans le désert. La dernière fois, c'était dans le Rub al Khalis, ce grand désert qui va du Yémen jusqu'aux Émirats arabes unis. Et voilà. Et donc je suis par ailleurs membre de la Société des explorateurs français et j'ai fait pas mal de reportages, notamment dans les régions polaires et l'Amazonie. Comment tu gères ta gouvernance du coup quand tu es patron mais sur une île déserte avec une dizaine de kilos en moins, des insectes qui te bourdonnent autour? Comment tu fais? La gouvernance, c'est quelque chose qui se prépare. Donc avant de partir la première fois en 2013 sur une île déserte, tu doutes bien qu'on a bien balisé cette partie-là pour être sûr que d'un point de vue technique et d'un point de vue délégation, tout fonctionnait bien. Je n'allais pas faire les carnets de les chèques en plein milieu d'une île déserte. Donc, encore une fois, c'était une île déserte où il n'y avait strictement personne et où je suis resté 40 jours. Donc, cette gouvernance, elle s'organise. On en reparlera tout à l'heure. Moi, je dois dire que télétravailleur de l'extrême, quand même, ça claque. Sur une carte de visite, ça me fait, depuis que je sais que ça existe, ça me fait kiffer. Alors, c'est vrai que parfois on peut passer pour un excentrique auprès des membres de son équipe, parce que quand je leur ai dit, voilà, je vais partir 40 jours, on s'est dit, ça y est, ça le reprend. Donc, il y a pas mal de pédagogie qui est à faire. Et donc, finalement, tout s'était bien passé avant que je parte, et tout s'est très mal passé une fois que je suis parti. C'est-à-dire que j'avais décidé de partir en mode survie.
Et donc, j'avais juste pris du riz et je m'étais dit, mon supermarché, ce sera la mer, si j'irai pêcher, etc. Le résultat pratique, c'est que j'ai eu très grosses intempéries. J'étais pris par la logistique du camp, plus mon travail. Et en fait, je n'avais pas le temps de pêcher. Donc, j'ai mangé que du riz, de la noix de coco. Résultat pratique, j'ai perdu quand même plus de 14 kilos. Donc, dans ces cas-là, on finit par se mettre en danger. Une île, c'est à la fois un paradis et puis un enfer. On a tous des belles images d'îles désertes, mais en réalité, j'étais parti en plus à la saison des pluies, ce qui n'était pas une bonne idée, mais j'avais pas le choix au niveau de la date, donc en plus du très mauvais temps. Mais c'était bien, ça permet aussi de repousser ses limites, de voir jusqu'où on peut tenir. Et bon, ça a marché. Mais c'est vrai que quand on arrive dans cette île, on sait tout de suite que c'est le mental qui va régler la gouvernance, qui va tout régler en fait. Et alors pour communiquer, j'avais d'abord 4 panneaux solaires de la taille d'une serviette de bain, 2 ordinateurs, il faut toujours un remplacement, il n'y a pas de darty dans le coin, donc c'est important de doubler. Un capteur d'internet, et après ça fonctionne bien. Et moi je dormais dans un hamac avec une moustiquaire et une bâche de protection pour la pluie. Ça c'était à la fois ma maison et puis un peu mon bureau, mais qui était principalement sur la plage. Donc, petit à petit, en perdant des kilos, en attrapant une parasitose, en étant malade, il faut dire les choses, on devient faible. On devient faible et ça se voit. On a beau essayer de le cacher par rapport aux photos, aux films qu'on pouvait faire. Tout d'un coup, on se dit comment je vais réussir à gérer encore ma société. Et mentalement aussi, la solitude, il faut l'assumer. Durant les premiers 15 jours, imaginez que vous parlez strictement à personne. Je sens que c'est là-dessus que tu as envie de nous challenger. Là. Un petit peu quand même. Alors j'avais pris un chien. En fait, mon premier compagnon, membre de l'équipe, c'était un chien. Donc un quadrupède avec un bipède, on a fait quand même des choses assez merveilleuses. Mais c'est vrai que cette mise en situation où on est en difficulté, on peut se demander si finalement, par rapport au reste de l'équipe, est-ce que ça a un sens? Est-ce que lorsque le boss est carrément crevé, qui finit par être suivi à distance par des touibs, est-ce qu'il est encore crédible? Ce que je peux dire, c'est que finalement, ça s'est extrêmement bien passé. C'est-à-dire que j'ai eu des relations avec mon équipe que j'en avais jamais eu à Lille ou à Paris. C'est-à-dire qu'on s'est parlé franchement. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, dans les vidéoconférences, on ne pouvait pas changer le fond derrière. Hein. On ne pouvait pas changer le fond derrière. Sur une île déserte, en fait. Absolument, Nina. Mais n'oublions pas aussi qu'en 2013, à part Skype, il n'y avait pas grand-chose. Donc on a principalement communiqué par mail, sachant que l'Internet satellitaire, il est très cher. Donc on évitait. Et pour l'insulaire, le Skype est quelque chose de déstabilisant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec ses camarades, ses collègues, on se sent bien, on se sent dans un bureau bien agréable, et lorsqu'on ferme la session, bloup, c'est tout le poids de la solitude qui retombe sur les épaules. Donc c'est très frustrant pour l'insulaire. Et on perd petit à petit, surtout au bout de 40 jours, les contacts que l'on peut avoir avec les autres. Il y a un fossé qui se crée entre l'insulaire et le reste du monde. Moi, j'étais en mode survie, et quand on disait « oui, le métro est arrivé en retard », j'ai dit « attends, il faut relativiser un peu ». Je tiens le temps, on a passé 10 minutes. Pardon. Ouais. Et moi, j'ai envie de... Plutôt que de continuer à nous présenter, de continuer un peu sur cette lancée, peut-être. Non? Ou vous voulez qu'on fasse... Ouais, qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben, c'est ce que je voudrais demander à Gauthier. Qu'est-ce que... Aujourd'hui, le télétravail, c'est un sujet pour tout le monde, pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui l'ont vécu et qui se demandent comment on va les vivre demain. Et je me dis, quelqu'un qui a vécu le télétravail, justement, on rigolait en parlant de l'extrême, mais c'est quand même ça, hein, et qui l'a vécu au bout. Quel enseignement peut-être tu peux nous partager, ou quelle vision du travail tu as développé grâce à cette expérience qui pourrait nous aider dans notre approche nettement plus modeste, évidemment, du télétravail? Moi, c'est ce qui me fait réagir, c'est j'ai l'impression que tu as vraiment vécu le fait de la vulnérabilité comme une force. Oui, et absolument. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper clé dans notre société actuelle. Je pense que c'est fini l'époque où le grand patron connaissait tout, savait tout, pouvait tout faire, etc. Et je pense que ça devient une position qui est fausse et qui est ressentie comme ça. Alors que quand on assume sa vulnérabilité en tant que patron, dire bah, je sais pas, j'ai aucune idée, j'y arrive pas, à l'aide, c'est ça qui est en fait la grande force. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans ton discours, où ton équipe finalement t'a soutenu, quoi.
Et ça s'est très bien Elle m'a passé. carrément soutenu. Ça veut dire aussi qu'on ne ment pas. Du coup, on est crédible. Donc, quand on dit quelque chose, ou quand j'ai dit des choses par la suite, ça s'est réalisé. Quelqu'un qui commence à mentir, il perd de la crédibilité. Donc, finalement, quand on a des problèmes, je dirais surtout physiques, qu'on est quand même très, très atteint physiquement, l'équipe, elle fait la force. Ça ne veut pas dire qu'après, quand je suis rentré, on m'a pris pour un con. Simplement, dit, bah voilà, c'est le type, on l'a aidé durant ce moment-là. J'avais des rapports avec mon équipe qui s'arrêtaient à la fin de la semaine. Là, durant les week-ends, on me disait, alors, tu tiens le coup, comment ça se passe le week-end, t'es tout seul, ça dure. Et les gens me racontaient leur vie. Alors que jamais on racontait nos vies personnelles. Donc, il a fallu finalement que je parte très loin pour me rapprocher d'eux. Ah, là, tu tombes sur une thématique que j'adore, moi, c'est le côté ramener de l'humain dans l'entreprise. C'est vraiment ce qui nous fera réussir tous les challenges du XXe siècle. Mais ça, c'est une conviction personnelle. D'ailleurs, ça me fait penser, Duc, je crois que tu avais un sujet un peu en lien avec ça sur le type d'organisation qu'on peut mettre autour de groupes. Je sais que tu fais des choses assez chouettes avec tes boîtes. Avec Open Opal, le collectif qui travaille à Exactement. réinjecter du vivant dans les organisations. Exactement. En bas de votre écran, vous allez avoir... Non, ça on l'aura pas. Mais donc, vas-y, raconte. Alors oui, remettre de l'humain et remettre de la vulnérabilité, je pense qu'effectivement, ça va être une très grosse différence entre le management au XXIe siècle et le management au XXe siècle. Et j'ai pas envie de trop spoiler le sujet de Nina, en fait. C'est ça que tu m'as mis un peu en difficulté. mais ouais, enfin, je suis assez ému par cette idée de voir que au travers de l'éloignement physique, c'est générer un lien finalement humain plus fort. On a un peu décloisonné ce système pro-perso où on a une vie professionnelle qui est là pour gérer les flux de matière, les flux d'argent, etc. Et puis à côté se génère une vie, une relation d'humain à humain un peu plus forte et que finalement on se retrouve dans une certaine intégralité de soi. C'est-à-dire qu'on se connaît sur toutes les facettes. Et ce qui est une assez agréable nouvelle, finalement, que j'entends, c'est que, contrairement à cette idée reçue de si je me montre faible, on va abuser de moi, on va profiter de moi, ça va détériorer notre relation professionnelle, et, enfin, toi de nous le confirmer, mais j'ai l'impression que ça n'a pas dégradé la performance. Du tout. Et j'espère même que ça a consolidé. On a même fait exactement le même boulot que si j'étais resté en France. Encore une fois, avec un magazine, on ne peut pas tricher. Donc on a sorti 4 magazines en 40 jours. Ils étaient normaux, ils étaient bien fabriqués, bien maquettés. Il n'y a eu aucune différence de qualité. Aucune. Ouais, ça me fait penser à une expérience que j'ai eue où il a fallu à un moment que je réduise la masse salariale d'une société de 20%. Et en allant à fond dans la vulnérabilité et en engageant on était deux à avoir à faire ce changement-là. C'est quand même assez conséquent de devoir annoncer à tout le monde on va vous couper vos salaires, enfin il faut qu'on enlève 20% sur la ligne salaire. D'habitude c'est fait avec des plans, il y a des gens dans un grand bureau qui ont un petit tableau Excel en disant ouais celui-là il est un peu trop, ouais nanana. Et là on n'a pas fait ça comme ça, on a été complètement se livrer en vulnérabilité devant tout le monde. Et en allant jusqu'aux larmes, enfin, ça a été vraiment, l'émotion a été forte et sincère et vive. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont levé la main en disant ah mais moi c'est bon, je peux passer à 80%, moi c'est bon, je peux donner 10% de mon salaire sans problème, ça passera, on va se débrouiller. Puis après, on a trouvé des solutions juridiques pour mettre en place, mais ça s'est réglé en 3 semaines quoi, max. Donc effectivement, le fait de montrer qui on est dans toutes ces facettes, et on a tous des milliers de facettes, et pas seulement la facette de Superwoman ou de Superman et de super-héros, bah, ça nous rend humains. Et c'est ça qui crée du lien, et c'est le lien qui crée de la résilience. Alors moi aussi j'ai une petite expérience de télétravail, moins extrême, mais donc pour placer le contexte, je suis parti au Vietnam en 2006, monter une société d'informatique. Et je suis revenu en 2012 à Paris. Et donc, il y a 250 personnes là-bas, au Vietnam, qui travaillent un peu en mode opale, comme on dit, enfin, en autogestion, comme on disait avant. Et j'ai découvert aussi une sorte de possibilité de management par la vulnérabilité où, finalement, quand j'ai envie de voir quelque chose advenir,
au lieu de dire allez, on va là-bas, on va tous faire ça, je pleurniche. Je me plains. Je dis oh, je suis triste parce que il y a pas ça, et puis du coup on est quand même moins heureux, et puis oh là là, ça serait tellement bien si j'ai un peu honte parce que on pollue du plastique ou quoi, etc. Et c'est une forme alors, j'ai parlé de pleurnicherie, mais pour rigoler, mais ça ressemble plutôt à du jardinage en fait. C'est-à-dire qu'on se promène dans le jardin, on regarde un peu ce qui se passe à gauche à droite, et puis il y a un moment, il y a un truc qui pousse, qui sort de la terre et qui germe de manière à la fois un peu attendue, puisque je me plaignais sur le sujet, ou j'en parlais, ou j'en faisais un sujet de conversation, mais un peu inattendue aussi, parce qu'on ne savait pas trop d'où allait venir la chose, et parfois même on ne sait pas trop sous quelle forme ça va prendre. Et donc ça veut dire que la grosse chose, enfin le truc énorme que tu es capable de faire par rapport à un dirigeant un peu tout neuf sorti du moule, c'est que tu es capable de lâcher le contrôle, en fait, te dire je sais pas si ça va se passer ou pas, et si ça va se passer, je sais pas quand ni comment. Comment tu concilies ça avec des impératifs économiques ou le fait que tu dois faire tourner Je pense que là-dessus, il y a un côté avant-après. Enfin, une fois qu'on a goûté à la confiance et au lâcher-prise et qu'on se rend compte que ça marche 10 fois mieux que le contrôle, on ne se pose plus la question. Tu as des exemples à nous donner, toi, par exemple le côté contrôle, le côté de suivre le chiffre, etc. Il y a un minimum requis à faire qui est les chiffres ou le suivi qu'on a besoin simplement pour faire son boulot. Ça c'est clair. Mais après, la limite à ça, elle est atteinte très très vite. Et finalement, on a des exemples, j'en ai plein. Je peux parler du business plan de ma boîte où on doit avoir 50 versions en parallèle qui existent. Ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est pas d'avoir un chiffre exact. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision claire. Et une vision, en fait, elle dépend pas des chiffres. Ça peut être un exemple simple, mais au début, c'est dur de dire je lâche le plan. Je vais lâcher le chiffre. Quand on est patron, c'est pas simple. Mais une fois qu'on le fait et qu'on se rend compte qu'en fait, le chiffre qu'on pensait avoir, il est éclaté parce que justement, au lieu d'être tout seul à réfléchir dessus, il y a ce réseau qui se met en marche et qui fait émerger des choses. Là, ça devient génial. Donc voilà, il faut absolument lâcher prise, avoir confiance et avancer en groupe, quoi. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose, une fois qu'on l'a vécu, le côté lâcher prise et confiance, c'est dur de revenir en arrière, je trouve. C'est assez intéressant. Donc, sur les chiffres, typiquement, on a lâché prise. Donc, du coup, le lundi matin, je regarde combien dans le compte en banque et c'est tout. Donc, sur le business plan, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tableau, il y a machin. Toi, t'es encore plus extrême. Ouais. Attends. Sauf qu'il y a des gens à qui ça ne plaisait pas. Et donc, il y a dans l'organisation des gens qui sont venus poser des chiffres. Sauf que j'ai jamais arbitré les chiffres. Et donc, il y a un tel qui dit qu'on gagne 3% et un tel qui dit qu'on gagne 5%. Et ce qui est dur, là, chez Prise, c'est de dire, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusqu'au bout et de se départager et de dire, en final, c'est 4,2 ? Parce que finalement, que ce soit 3 ou 5, on veut tous aller dans la même direction, on est dans la même intention. On n'a pas le chiffre exact, mais on a atteint un niveau de conscience commune qui nous permet d'avancer. Et l'objectif du tableau de bord, n'oublions pas, c'est pas d'avoir le bon chiffre, c'est d'avancer. Et alors là, justement, tu mets le doigt sur un sujet qui est hyper important. Pour réussir à faire ça, en fait, il y a un prérequis qui est monstrueux. C'est alors, ça porte plein de noms, mais il y en a qui vont parler de vision. Moi, j'ai tendance à parler de raison d'être. Enfin, je sais que vous aussi. Et ça, c'est important. Donc, c'était le petit dicton ou la phrase que moi je voulais apporter au débat, c'était sans raison d'être avec des majuscules, il n'y a pas de raison d'être avec des minuscules. Dans le sens où si on ne sait pas pourquoi on est là, littéralement, en tant qu'entreprise, si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, là, il va y avoir besoin de contrôle, là, il va y avoir besoin de chiffres, là, il va y avoir besoin de choses comme ça, parce qu'en fait, vu qu'on ne sait pas, on a besoin de se rassurer, en fait. Alors, quand on sait pourquoi on est là... Je te challenge là-dessus. Vas-y. Parce que j'ai des exemples, notamment d'une personne que tu connais très bien qui s'appelle Elias, et eux, dans leur boîte, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont là. Vraiment, hein, ils font du revenu management, ils ne sont pas en train de changer le monde, c'est un truc. Bon. En revanche, ils savent qu'ils ont envie d'être ensemble. Et donc, ils sont là les uns pour les autres. Donc, il n'y a pas de why qui les dépasse
Non, bien sûr. Autre que le fait que c'est une équipe qui kiffe vivre ensemble et qui Bien kiffe. sûr. Et que, Mais attention, voilà, quand je parle de raison d'être, pour moi, je parle pas forcément de quelque chose qui est une étoile absolument brillante. Non, mais du coup, tu regardes leur raison d'être, non, tu mais- fais. Avoir Enfin, envie d'être bien ensemble, c'est déjà une raison d'être très très forte ok. et qui va déjà beaucoup les aider dans leurs décisions au jour le jour. Je sais pas, chez nous à Insect, la raison d'être, elle est bon. On en a une très jolie qu'on met sur le site internet, etc. Je pense que la très très simple, c'est nourrir le monde. Nourrir l'univers, tu m'avais dit. Ouais. Ouais, nourrir l'univers, mais bon, ça maintenant que Mars, c'est moins certain. Mais non, mais déjà nourrir le monde. Et c'est simple, ça va pas être très compliqué. Enfin, en fait, ils peuvent pas la formuler ou ils l'ont pas écrite, mais peut-être qu'il y en a une intangible qui se cache derrière. Ouais, à chaque fois qu'ils essayent d'en écrire, après, on va pas parler sur eux, ils sont pas là. À Officiance, on a laissé tomber l'affaire. Vous On avez a dit, lâché bon, l'affaire. on va poser 5 causes, comme 5 axes. Voilà, le développement du Vietnam, l'entrepreneuriat social, le développement durable, le partage du savoir, la tech for good. Et on a dit, il y a une raison d'être qui se balade. Là, la raison d'être, soi-disant ultime, il faudrait brainstormer avec les 250 salariés, essayer de faire une pondération, mais finalement, ça va jamais être parfaitement aligné avec tout le monde, et voire même, on va demander aux gens du coup de se décaler un peu, et pour adhérer maintenant au slide de 4 lignes de synthèse, qui en fait ne plaît à personne, et c'est un peu d'ailleurs du totalitarisme de dire aux Bien gens sûr. ce qu'ils doivent penser, Bien sûr. et on commence déjà à sortir de l'authenticité, donc finalement, avoir une raison d'être ou une raison d'exister, c'est pas la même chose que être capable de la mettre sur un slide. Et on peut très bien vivre sans la mettre sur un slide. Et même, je suis plutôt perplexe et méfiant quand je vois quelqu'un qui me débarque avec un slide. Je me dis, mais ouais, mais alors ça, c'est l'idée du patron, c'est l'idée du COMEX, c'est l'idée de tout le monde, mais à un instant T. Ouais, évident. c'est très important d'avoir de la souplesse là-dessus. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ce que ça Ouais. veut dire, c'est qu'en plus enfin, ce qui va avec lâcher le contrôle, il y a aussi accepter le flou. Ce que tu es en train de nous montrer là, c'est que tu acceptes que, en fait, un organisme vivant, si tu fais le changement de paradigme et que tu passes d'une organisation vue comme une machine à une organisation vue comme un organisme vivant, dans la fourmilière, on ne sait pas trop ce qui se passe, qui fait quoi. Enfin, les fourmis, elles ne savent pas exactement. Et pourtant, ça existe. Et donc, c'est ce shift-là de mindset que tu as dû faire dans ta tête, ou que tu étais déjà né comme ça, je sais pas, mais qui Non. permet à ces modèles organisationnels de... Non, c'est rigolo, puis d'exister. c'est aussi le côté... bon, je pense que toute entreprise fait un jour cet exercice de mission-valeur. Et moi, je suis assez fier qu'en 10 ans de boîte, là, on ait déjà changé 5 fois de valeur, 3 fois de raison d'être, en tout cas dans la manière de le formuler, que c'est remis sur la table très régulièrement, parce que finalement, voilà... c'est le côté on change dans un monde qui change, donc il n'y a pas de raison que les valeurs et la raison d'être qu'on avait il y a 1 ou 2 ans, avec tous les gens qui arrivent, qui repartent, le monde qui change, etc., que ça évolue pas non plus. Et ça, ce Gabriel, côté pour ceux souplesse, qui c'est nous chouette. écoutent, peut-être ce serait bien que tu rappelles un peu ce que c'est Insect et dans quel monde tu évolues. Ouais, donc moi, mon entreprise, c'est une entreprise qui fait de l'élevage industriel d'insectes automatisés. Donc on s'est créé il y a 10 ans. C'est les 10 ans dans 2 semaines d'ailleurs. On va souffler un gros gâteau avec des bougies. Et nous, voilà, on fait de l'élevage industriel. C'est très automatisé. On est 240 aujourd'hui. On a 3 sites, donc 2 qui tournent, un en France, un aux Pays-Bas, et puis un en construction à Amiens. Et voilà, on prépare tranquillement l'ouverture des prochains sites un peu partout dans le monde. Voilà, donc c'est une boîte où il y a beaucoup de typologies d'équipes différentes qui ont chacune leurs caractéristiques, etc. Donc c'est un super observatoire, en tout cas pour moi, pour voir comment se déroule ce genre de choses et comment vraiment remettre l'humain au centre de nos entreprises, parce que je pense que c'est ça qui nous fera gagner tous les challenges du 21e siècle. Enfin, ça me fait penser au maire de Marseille qu'on a eu hier soir au dîner, là, qui disait que entre business et environnement, il n'y avait plus trop d'hésitation à avoir. C'est-à-dire c'était l'environnement et le business au service de l'environnement. C'est bien, c'est chouette, c'est vers là où il faut aller. Et ce sont des scarabées chez toi que tu cultives. Ouais, c'est ça. Le verre de farine, s'il y a des pêcheurs, ils connaissent ce que c'est. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup entendu Nina. Ouais. Oui. Bon, alors, je vais avouer qu'on a quand même un petit peu triché, on a quand même un peu préparé ce qu'on allait dire. Et moi, je voulais poser une affirmation qui est qu'on est en train de vivre une transformation
dans la façon dont les organisations, les entreprises sont gouvernées. On parle de management par la vulnérabilité, la bienveillance. Et partout vous ouvrez LinkedIn, vous avez que ça. Et donc, si on fait un petit peu de projection vers le futur, moi, je dirais, en fait, le management, ça n'existe plus, en fait. Enfin, au XXIe siècle, bon, on est déjà un cinquième du XXIe siècle, mais je pense qu'à la fin du siècle, ce sera une discipline qui ne sera plus enseignée dans les écoles de commerce et dans les écoles de management, parce qu'en fait, on n'en aura plus besoin. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par management ? Qu'il y ait des gens qui doivent penser comment gouverner d'autres gens. Et donc, si on t'écoute bien, Ouais. ça n'existera plus par la suite. Non. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des structures intermédiaires qui disparaîtront. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de penser à comment gérer d'autres gens. On arrivera à un stade de telle autonomie et de telle autogouvernance, en fait, où les choses se font avec l'appui des nouvelles technologies, mais enfin des nouvelles technologies, ne sont plus très nouvelles, mais des technologies, et surtout par un développement de la maturité de chaque individu, y compris des leaders eux-mêmes, qui n'auront plus besoin de... Si tu acceptes le flou, si tu acceptes de plus contrôler, tu laisses les choses venir et tu n'as plus besoin de manager. Ça n'a plus aucun sens. C'est ta notion d'intelligence collective, hein, c'est bien ça ? Alors, ça fait intervenir l'intelligence collective, mais aussi l'intelligence individuelle. De temps en temps, il faut qu'il y ait il doit y avoir des leaders forts, des pilotages un peu centralisés qui se mettent en place, mais ça se fait sans centralisation de la pensée. Et je pense que si on va même plus loin, j'aimerais vraiment voir un jour, j'espère que je mourrai pas trop tôt, que ça peut se passer à l'échelle au niveau d'une société, d'un pays, quoi. J'aimerais bien voir ça. C'est intéressant. Je pense que ta vision à terme, je la partage, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se passe en ce moment, c'est le fait de passer d'un modèle du manager ou de la manageuse qui centralisait un peu tous les pouvoirs et la gouvernance, du coup. Le terme de la table ronde, c'est gouvernance à l'heure de l'affluence. Je trouve que la gouvernance aujourd'hui est plus vue comme quelque chose de monolithique. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit des boards d'entreprises qui ont des salariés à leur board, qui ont des clients, des fournisseurs, le maire de la mairie d'à côté de l'usine, etc. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire pour l'année prochaine, là. Et c'est très riche. C'est-à-dire que là, on ne voit plus la gouvernance comme le pouvoir de quelques-uns sur l'ensemble, mais comme la somme des interactions entre tous. Et ça, je trouve ça très riche. Ça trouve ça très riche, et ça retire aussi un énorme poids de la figure du manager, quoi. Manager qui devait tout savoir faire, RH, patron, leader, vision, etc. Il avait tout. Coach sportif, exactement. Artiste en résidence, ça c'est moi. Non, mais je trouve que c'est vachement... ça, d'une certaine manière, ça rend encore plus riche l'expérience du manager qui peut se concentrer sur ce sur quoi il est bon. Et, quel que soit son talent. Ouais, quel que soit son talent, et compter sur cette gouvernance partagée pour que la fonction là soit faite par un tel, et c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a ce côté de on peut être plusieurs sur le même rôle de manager et c'est pas grave. Est-ce que dans l'industrie où tu travailles, c'est possible dans la partie industrielle ce genre de concept ? Ouais, tout à fait. C'est pas, par exemple, la table là, on n'a pas dit. Je sais pas, Duc, tu te charges de tout, du temps, de tenir le cadre, de machin, etc. Tout de suite, on s'est réparti les rôles et c'est pas grave. Ça n'empêche pas que c'est tenu, que le rôle de chef existe, mais qu'on est plusieurs à le tenir. Et ça, c'est complètement faisable. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut oublier ses compétences et qu'il n'y a pas de personnes. Enfin, on passe d'une hiérarchie très simple à plusieurs hiérarchies. Il y a toujours des hiérarchies, mais c'est des hiérarchies de compétences. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'on supprime un peu la verticalité. On en ajoute plusieurs. Ça devient plus complexe en fait. Donc il faut accepter de rentrer dans la complexité. Ça devient plus complexe, ça devient dynamique. C'est-à-dire qu'on va avoir la bonne chaîne de pouvoir ou la bonne hiérarchie. C'est-à-dire qu'on concentre les prises de décision sur les bonnes personnes au bon moment en fonction de ce qu'elles savent faire, de comment elles résonnent avec ce qui doit être fait. Par exemple, je ne sais pas moi, si à construire une nouvelle usine et qu'on a quelqu'un dans l'équipe qui n'a pas forcément les compétences mais qui a toujours rêvé de faire ça, il va forcément avoir plus d'énergie à mettre, il va résonner plus fort avec ce totem qui est construire la nouvelle usine, il va se mettre plus proche, il va danser autour, il va ramener plus d'énergie et donc naturellement il va gagner de l'influence. L'influence et le leadership, c'est pas quelque chose qu'on peut décider
de manière autocratique en disant tiens, toi tu vas être un leader. Ça marche pas comme ça. Un leader, c'est quelqu'un qui a des followers. On le voit bien sur Instagram. Moi, j'essaye d'être leader, ça marche pas. Hein. J'ai pas de followers. Donc c'est un truc c'est les autres qui nous choisissent. Et donc cette hiérarchie, c'est encore une fois, voilà, là il y a du contrôle à lâcher puisque c'est les autres qui nous choisissent et c'est quelque chose qui n'est pas forcément matérialisable. Alors je sais que toi, Duc, tu travailles sur une manière de matérialiser ça pour que ça puisse être un outil à utiliser pour gouverner de manière plus complexe. Mais il y a quelque chose qui se met en place qui n'est pas du tout de tout le monde est au même niveau parce que c'est pas possible, on est tous différents, donc on peut pas être tous pareils, c'est pas possible. Mais qui est dynamique, circonstanciel et surtout, et je pense que là aussi il y a quelque chose de très important à comprendre, qui ne préjuge pas de la valeur des individus en fait. C'est pas parce que tu vas avoir plus d'importance, d'influence à un moment donné parce que tu as été plus pertinent sur tel sujet que tu vaux intrinsèquement plus qu'un autre et inversement. Ça me fait penser pour notre dernier 14 minutes de table ronde. On avait discuté d'un sujet que je trouve intéressant là-dessus, c'est tout ce qu'on vient de décrire, là, ces modes de fonctionnement. C'est des choses qui sont des fois parfois difficiles à raccrocher à un statut de SA ou de SAS où très clairement on nous demande de nommer un directeur général, d'ailleurs, comme une association d'ailleurs. Hein. Comme une association où c'est un président et une secrétaire, je crois que c'est encore ça en France. Voilà, ça serait bien de le changer ça. Mais enfin voilà, ces structures-là présupposent qu'on doit fonctionner avec un chef qui concentre. Et donc du coup voilà, je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire là-dessus aussi, Duc. Donc ça, je vous propose ça comme là on a glissé en dehors de la pyramide déjà. Mais d'abord je voudrais raisonner parce que moi aussi je raisonne beaucoup avec ce que tu viens de dire, Nina, sur cette histoire de la définition d'un leader, c'est que quelqu'un a décidé de te suivre. Voilà, c'est un peu bottom-up. Voilà. Les stars deviennent des stars parce que des millions de gens l'écoutent, des millions de gens viennent au stade Vélodrome les écouter. Mais c'est pas de ça qu'on a eu besoin au début de l'ère industrielle pour forger des entreprises. Vous voulez faire les organisations, si elles sont pyramidales, il y a quelqu'un qui s'est posé cette question, évidemment, Ronald Coase, un grand économiste, qui a écrit un article le plus cité dans l'histoire dans la recherche en économie, de l'existence des firmes. Pourquoi on fait des firmes ? Donc pourquoi on crée ces organisations dont tu viens de parler, Jean-Gabriel ? Et il a développé ce qu'on appelle ce concept de coût de transaction, c'est-à-dire le coût d'organisation, en fait, qui n'est pas le faire, mais qui est le faire. Voilà. Donc au début, je fais ma maison tout seul, j'ai besoin d'aide, il faut que j'aille chercher au marché un ouvrier, vérifier ses qualifications, négocier son prix, etc., avant que je puisse le mettre au travail. Tout ça, c'est le coût de transaction. Et donc je le fais, bien sûr, je paye, il bosse et tout, ça marche bien, j'en prends un deuxième, un troisième, et au bout de 10, je me rends compte que j'ai pas complètement éliminé de coût de transaction, j'ai à nouveau un coût de transaction, mais interne, parce que tous les soirs, je dois demander à toute mon équipe ce qu'ils ont fait aujourd'hui, décider de leur feuille de tâches pour demain, le lendemain matin, leur dire ce qu'ils doivent faire, vérifier, etc. Et donc ça, c'est à nouveau du travail, du méta-travail. Et moi, je suis un entrepreneur, j'ai une vision, j'essaie de réaliser un rêve, j'ai pas le temps de faire ça, je vais embaucher une personne pour gérer mon coût de transaction, la centraliser sur une personne, et c'est le premier superviseur. Et quand on y regarde de plus près, ce travail de supervision, alors vous connaissez la suite, une fois que vous avez 10 superviseurs, vous avez besoin d'un superviseur, de superviseurs, etc. Et c'est comme ça qu'est née la forme pyramidale, parce que c'est celle qui optimisait la productivité de la structure à une époque où l'information circulait très mal. Parce que quand on regarde de plus près, ces superviseurs, ils routent de l'information. Ils synthétisent ce qui se passe en bas pour l'en haut, ils traduisent ce qui se passe en haut en bas, parfois ils se coordonnent latéralement, mais c'était des machines à faire circuler de l'information, ces superviseurs. Jusqu'arrivent toutes les recherches alors après 1945, tout le monde a entendu parler de Maslow, mais il y a eu un grand courant de psychologie positive où on s'est dit la psychologie, c'est pas forcément pour soigner des malades, ça peut aussi être pour rendre les gens plus performants, parce que en fait, vous savez quoi, quand quelqu'un est heureux, il travaille mieux, etc. Et quand il est motivé, il est plus performant. Et on a découvert plein cette notion de soft skills, etc. Et on s'est dit, maintenant, il faut sortir tout ça de la recherche et le mettre dans l'entreprise. Qui va le faire ? Le gars en bas de la pyramide, il pousse des brouettes, il n'a pas le temps. Le patron, il est tout seul et il ne peut pas faire ça tout seul. Donc, on est allé voir tous les superviseurs au milieu et on leur a dit, bravo, tu n'es plus superviseur, tu es manager. Il y a toujours le job de superviseur, mais en plus, on va te demander d'incarner les valeurs, on va te demander d'être un rôle modèle, on va te demander tout ce leadership.
Et donc, on avait la structure pyramidale et on a essayé de forcer aux chausse-pieds le travail de leadership à des gens en leur disant « Toi, ton job, c'est d'être leader de Martine et Martin ». Ce qui n'était pas optimal. Est-ce qu'ils avaient forcément le même statut, le même positionnement dans la société? Oui, on leur a juste rajouté une tâche en plus, mais qui est une tâche qu'on ne peut pas rajouter, en fait. C'est là où tu vas en venir, j'imagine. Ouais. Voilà, qui était pas vraiment naturellement comme ça. Parce qu'on voit bien, les hiérarchies sur Twitter, elles ne fonctionnent pas comme ça. C'est les gens qui choisissent qui follow, et celui qui a le plus de followers, c'est le boss, c'est l'influenceur. Voilà. Et donc tout ça, ça a bien développé jusqu'aux années 80-90. Puis là, arrive la révolution numérique. L'information liquide, l'information qui voyage à l'autre bout du monde en toutes petites gouttes, qui se fragmente, etc., et qui rend le monde très transparent, et qui rend le travail de supervision très inutile. Puisque maintenant, voilà, l'information, elle est en temps réel. J'ai pas besoin d'attendre la réunion de lundi pour savoir ce qu'on a gagné ou quel chiffre d'affaires on a fait, parce que ça tombe dans mon fil de notification, etc. Alors là, je parle bien des entreprises qui ont embrassé la révolution technologique. Les entreprises qui ont arrêté le mail pour faire du chat, qui ont des tableaux de bord en temps réel, etc. Mais si vous fluidifiez l'information, le travail de supervision s'étiole. Il reste le travail de leadership à un tel point qu'aujourd'hui, cette composante de leadership, finalement, devient prépondérante. Mais le leadership, il n'est pas pyramidal. Par nature, Twitter n'est pas pyramidal. Mais on ne l'apprend pas à l'école. On ne peut pas l'apprendre à l'école. Dans la cour de récré, un peu, mais c'est léger. Ah ouais. Ah non, l'école est faite pour nous apprendre le fonctionnement de la schizophrénie, vie pro, vie perso, et pour s'adapter à... Non, mais c'est un mini-modèle de l'usine. Enfin, vous avez vu le fameux TED de Ken Robinson, où on est par batch, on est numéroté, il y a des sonneries. Si on a un défaut, on revient au début du tapis et puis on refait le tour. L'école est calquée sur l'usine, ce qui était le top de notre savoir-faire industriel à l'époque où on a développé l'école. Et remontons... Tu es plutôt optimiste par rapport à ce que tu viens d'évoquer, ce que tu as mis en place dans tes sociétés. Est-ce que tu vois que ça émerge naturellement? Alors, je suis optimiste parce que je suis de nature optimiste, donc oui. Je suis toujours optimiste, à long terme. C'est-à-dire, je me dis, les phénomènes que je viens de décrire là, c'est des forces sociétales. Voilà, c'est pas moi qui le choisis. Je peux que décider d'accompagner ou non le mouvement et vaguement de résister, mais enfin, les Amish, il n'en reste plus beaucoup, quoi. Donc je me dis, il y a une grande force qui va emmener tout le monde vers ça, en fait. On va pas avoir le choix. Celles qui continuent à avoir des managers pour manager, des chefs pour chefer, vont perdre en performance. Quand le coût de transaction était très important dans le coût du produit, concrètement, mon yaourt, j'ai 90% de coût de transaction, 5% de 10% de lait. Si je maîtrise mon coût de transaction, je suis plus efficace. Si j'ai mes propres camions, si j'arrive à livrer par camion mes yaourts au lieu de livrer un par un, et que j'arrive à maîtriser la consommation grâce à la publicité pour bien ajuster ma production avec ma consommation et tout ça, je maîtrise toute la chaîne, je me verticalise, je deviens un géant énorme et je domine mon marché. Et c'est comme ça qu'a fonctionné l'économie. Et le corollaire du phénomène que je viens de décrire, si le coût de transaction ne devient plus prépondérant, quel est l'intérêt d'être 1 million dans une boîte? En fait, je ne dis pas qu'il va plus y avoir de boîtes d'1 million de personnes. À Amazon, ils sont 1 million de personnes. Mais il va y en avoir mathématiquement, il va y en avoir beaucoup moins. Tout simplement parce que maintenant, il vaut mieux que j'utilise le Uber de la livraison pour livrer le bon nombre de yaourts plutôt que j'achète mes propres camions pour livrer mes yaourts qui reviennent à vide, que je dois maintenir, que je ne sais pas faire, etc. Donc les plateformes arrivent, enlèvent le CAPEX qui se remplace par de l'OPEX. Et voilà, General Electric, ils sont 400 000, Microsoft, ils sont 90 000, Facebook, ils sont 25 000. Quoi. On voit que les géants sont toujours... Il y a toujours des géants, mais en nombre de têtes, ça diminue. Et donc si on pousse encore plus loin, après, c'est quoi la tendance du coup? Que des individus? Alors, ça fait toujours... Enfin, les journaux aiment bien des gros titres un petit peu racoleurs, la fin du salariat, etc. Moi, je pense pas qu'on ira à la fin du salariat, mais je pense que déjà passer d'une société avec 70-80% de salariat à 30%, enfin, me collez pas au mur, je connais pas les chiffres, mais c'est déjà un changement sociétal majeur, quoi. Donc, ça va peut-être pas complètement disparaître, parce qu'il y a des gens qui vont librement choisir le salariat et qui vont être très bien là-dedans, voilà, mais en conscience. Et
Mais oui, y avoir une plus grande fragmentation, donc vers le bas, donc de plus en plus de freelance, de plus en plus de non-salariés, des entreprises de plus en plus petites, etc. On nous fait signe qu'il nous reste 4 minutes. Ah, tu m'as vraiment donné envie de lire cet article, du coup. Il y a quelque chose aussi, alors il y a le côté pyramidal qui nous a un petit peu donné comme seule option quand on regarde les statuts d'entreprise disponibles aujourd'hui quand on veut créer une entreprise, par exemple. Il y a aussi quelque chose qui nous a beaucoup questionné à Insect. Et, enfin là, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait sur le B Corp. Donc B Corp, qui est un label RSE assez développé, assez puissant. Je recommande à tout le monde d'aller faire le test gratos, d'ailleurs, sur Internet. 400 questions où à la fin, on se dit ah bah je pensais bien faire les choses, bah en fait non. Donc c'est assez intéressant là-dessus comme électrochoc. Et ce qui est très intéressant dans le B Corp, c'est que pour obtenir le label, on nous demande de rajouter un paragraphe dans les statuts de l'entreprise. Et le paragraphe, en gros, le résumé, c'est de dire on ne peut pas virer les patrons s'ils ont pris une décision qui ne maximise pas le profit pour faire de l'environnement et du social. Ça, c'est assez intéressant parce que ça change le but de la pyramide, qui est plus de maximiser le profit, mais qui est d'utiliser le profit au profit du développement de la raison d'être. Donc parfois, ça passe par maximiser le profit, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Et le c'est pas obligatoire, c'est quelque chose de très intéressant. On voit qu'on commence à taper les limites aujourd'hui planétaires d'un capitalisme qui a pour seul but la maximisation. Et j'ai hâte de voir, typiquement, bon, il y a l'UICN en ce moment en parallèle là à Marseille, tout ce qui est en train d'émerger justement sur ce côté. La maximisation, on sent bien que rajouter 5% tous les ans à l'économie mondiale, au bout d'un moment, la Terre est ronde, quoi. Donc comment on twiste ça pour créer un peu notre capitalisme du 21e siècle. Ça, là-dessus, il y a des choses qui sont passionnantes qui sont en train de sortir. Mais là, je pense que notre rôle de patron, de patronne, c'est d'ouvrir la porte. C'est-à-dire, ok, finalement, ce que je cherche à faire, c'est du profit. C'est pas forcément de le maximiser. C'est des postures qui sont intéressantes et qui prennent de plus en plus, en tout cas, que ce soit hier soir ou... on sent qu'il y a de plus en plus de gens chez qui ça fait tilt, où on dit si j'ai assez dans mon assiette, j'ai pas besoin d'avoir 5 assiettes. Une, ça suffit. Et ça, c'est intéressant. C'est cette espèce de... On parle beaucoup de sobriété, c'est un mot qui sort souvent. Ça veut dire quoi, la sobriété de l'entrepreneur? C'est peut-être ça. Enfin, je sais pas. C'est un fil qui tourne dans ma tête en ce moment. 2 minutes. Peut-être chacun un mot de fin. S'il reste que 2 minutes, et que comme Nina est trop modeste, je vais faire de la pub pour sa chaîne YouTube Open Opal. Voilà. Merci. On va pouvoir continuer la discussion en commentaire. Où vous apprenez ce que c'est qu'une organisation Opal, donc une organisation avec des hiérarchies dynamiques non pyramidales, et comment faire pour y arriver. Il y a d'autres ressources, il n'y a pas que ma chaîne, bien sûr, mais c'est un bon endroit où aller s'instruire. Ouais. Chaîne YouTube, on voit tous les deux d'ailleurs, si je ne m'abuse. On a du featuring, ouais. J'ai pas encore réussi à ramener Jean-Gabriel, mais ça va pas tarder. Je suis dans tous les commentaires. Pour conclure, je voudrais quand même dire que, je reparlais de l'île désert, je m'excuse, et du télétravail. Mais en tout cas, je me suis aperçu que lorsqu'on est seul, sans capacité de demander de l'avis des autres, on est vraiment seul, livré à soi-même, on trouve toujours des solutions. Et finalement, l'entrepreneur, il est parfois sur une île déserte. Parce qu'il y a un moment où les gens qui l'entourent ne peuvent pas prendre des décisions à sa place, ne peuvent pas forcément être dans sa tête. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on a tous des capacités incroyables à s'adapter aux événements. Et c'est vrai pour les entrepreneurs, mais c'est vrai aussi pour les gens qui travaillent pour nous. C'est vraiment la leçon que j'ai tirée de cette expérience d'île déserte et du désert par la suite. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. On était, je pense, tous très contents de l'ouvrir sur cette magnifique pelouse. Et puis voilà, donc on reste tous un petit peu encore ce matin. Oui, on reste pour le panel on reste sur le panel sur l'engagement. Exactement. Faut-il agir pour s'engager ou s'engager pour agir, qui est très bientôt.
En tout cas, moi, je voudrais tous vous remercier pour cette table qui a été passionnante et on a certainement retenu beaucoup de leçons de vie et d'entrepreneuriat grâce à vous. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans 15 minutes pour l'étape suivante avec cette fois un sujet qu'on va explorer pour vous. Faut-il être engagé pour agir ou agir pour être engagé? C'est toute la question. On se retrouve dans 15 minutes et merci à vous.